Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Meurtre en blouse blanche de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Chapitre 1er. Un exercice de travaux pratiques. Le matin du premier meurtre, Miss Muriel Bill, déléguée à la formation des infirmières auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales, s'éveilla un peu après 6 heures et se souvint, dans les brumes de son esprit engourdi, qu'on était le lundi 12 janvier, date de son inspection à l'hôpital John Carpenter. Son cerveau avait déjà à moitié enregistré les premiers bruits familiers. La sonnerie du réveil d'Angela qui s'était tue presque avant qu'elle n'eût conscience de l'entendre. Angela elle-même qui s'agitait en soufflant dans l'appartement comme un bon gros chien pâteau. L'agréable cliquetis de la vaisselle anticipant le plaisir de la première tasse de thé. Elle s'obligea à ouvrir les paupières, luttant contre le besoin insidieux de s'abandonner à la chaleur ouatée du lit et de se laisser à nouveau glisser dans une douce torpeur. Qu'est-ce qui lui avait pris de dire à la directrice Mary Taylor qu'elle arriverait vers 9 heures pour assister au premier cours des élèves de 3e année? C'était ridiculement, inutilement tôt. L'hôpital se trouvait à Etheringfield, à la limite du Sussex et du Hampshire, à quelques 70 kilomètres, et elle devait faire une bonne partie du chemin avant le lever du jour. En outre, il pleuvait comme il avait sinistrement plu toute la semaine. Elle entendait le léger crissement des pneus sur Cromwell Road et par moments une rafale de pluie battre les carreaux. Heureusement, elle avait pensé à consulter un plan de Etheringfield pour situer exactement l'hôpital. Ce genre de bourg en expansion pouvait devenir un vrai labyrinthe pour l'automobiliste perdu dans les embouteillages d'un lundi matin pluvieux. Elle avait l'intuition que la journée n'allait pas être facile, et s'étira sous les couvertures comme pour s'armer de courage. Remuant ses doigts engourdis, elle savoura presque l'élancement aigu de ses jointures douloureuses. Un peu d'arthrite. Ce n'était pas étonnant, après tout, elle avait 49 ans, il fallait commencer à prendre la vie un peu plus doucement. Mais comment diable avait-elle pu imaginer qu'elle arriverait à Etheringfield avant 9h30? La porte s'ouvrit, laissant pénétrer un rai de lumière du couloir. Miss Angela Burroughs tira les rideaux d'un geste sec, scruta le ciel sombre de janvier, la vitre dégoûtante de pluie, puis les referma. « Il pleut », annonça-t-elle avec la satisfaction morose des prophètes que l'on n'a pas écoutés. Miss Bill se souleva sur un coude, alluma la lampe de chevet et attendit. Quelques minutes plus tard, son ami revenait avec le plateau du thé. Il était couvert d'un frais napperon brodé. Les tasses fleuries se faisaient face, leurs anses bien parallèles. 4 biscuits, 2 de chaque sorte, étaient disposés symétriquement sur une assiette assortie et la théière exhalait l'arôme délicat d'un Darjeeling en train d'infuser. Les 2 femmes avaient un grand amour du confort et la passion de l'ordre et de la tenue. Les règles qu'elles avaient imposées dans les services des hôpitaux où elles avaient enseigné étaient devenues celles qui régissaient leur propre intérieur, de sorte que la vie dans l'appartement n'était pas très différente de celle qu'on aurait pu mener dans une clinique libérale et très chère. Miss Bill et Miss Burroughs habitaient ensemble depuis qu'elles avaient toutes deux obtenu leur diplôme de fin d'études, 25 ans plus tôt, dans la même école. Miss Angela Burroughs était monitrice principale dans un centre hospitalier universitaire londonien. Elle représentait un véritable parangon pour Miss Bill, qui, dans toutes ses inspections, se référait inconsciemment aux nombreuses prises de position pédagogiques de son amie. Miss Burroughs, de son côté, se demandait comment la direction des affaires sanitaires et sociales pourrait poursuivre ses activités lorsque Miss Bill prendrait sa retraite. Les mariages les plus heureux se fondent sur de telles illusions.
et la relation essentiellement innocente qui unissait les deux demoiselles n'échappait pas à cette règle. Excepté leur propension à s'admirer mutuellement, quoiqu'en silence, elles ne se ressemblaient pas du tout. Miss Burroughs était une femme robuste, ossue, à l'aspect redoutable, cachant une sensibilité très vulnérable sous un brutal bon sens. Miss Bill avait l'air d'un petit oiseau, précise dans ses paroles et dans ses gestes, avec quelque chose d'affecté et de démodé dans ses manières, qui lui faisait parfois frôler le ridicule. Leurs habitudes physiologiques étaient, elles aussi, différentes. La lourde Miss Burroughs se réveillait instantanément à la première sonnerie de son réveil, déployait une grande énergie jusqu'à l'heure du thé, puis s'enfonçait dans une léthargie progressive au fur et à mesure que la journée avançait. Miss Bill avait chaque matin beaucoup de mal à ouvrir ses paupières collées de sommeil, se mettait à ses premières tâches avec la plus grande difficulté, mais gagnait en entrain et en bonne humeur avec chaque heure qui passait. Elle s'était arrangée pour concilier ces incompatibilités. Miss Burroughs se faisait un plaisir de préparer le thé du matin et Miss Bill lavait la vaisselle après le dîner et s'occupait du chocolat du soir. Miss Burroughs remplit les 2 tasses de thé, mit 2 morceaux de sucre dans celle de son amie et alla s'installer dans le fauteuil près de la fenêtre avec la sienne. De par sa formation professionnelle, il lui était impossible de s'asseoir sur un lit. « Tu dois partir tôt aujourd'hui, » dit-elle. « Je vais te faire couler ton bain. À quelle heure commences-tu » Miss Bill marmotta faiblement qu'elle avait promis à la directrice d'arriver aussitôt que possible après 9 heures. Le thé était divinement bon et revigorant. Certes, elle avait eu tort de s'engager, mais elle commençait à penser qu'elle pourrait malgré tout y être pour 9h15. « C'est Mary Taylor, n'est-ce pas ? Elle a une excellente réputation pour quelqu'un qui ne dirige au fond qu'une école de province. Bizarre qu'elle n'ait jamais voulu venir à Londres. Elle n'a même pas posé sa candidature quand Miss Monrose a pris sa retraite. » Miss Bill émit quelques marmonnements incompréhensibles que son amie, dans la mesure où elles avaient déjà abordé le sujet, interpréta correctement comme une protestation. Tout le monde n'avait pas envie de vivre à Londres et les gens avaient trop tendance à penser que la province ne donnait jamais rien de bien. « C'est vrai, » concéda Miss Burroughs, « et l'hôpital John Carpenter se trouve dans une région charmante. J'adore ces paysages en bordure du Hampshire. Quel dommage pour toi que ce ne soit pas l'été. Mais quand même, pour Mary Taylor, ce n'est pas la même chose que d'avoir la responsabilité de la formation dans un grand centre hospitalier. Cela lui aurait été facile avec ses capacités. Elle aurait même pu faire partie du Haut Conseil d'enseignement. » Durant leurs études, les 2 amies avaient durement souffert entre les mains d'une directrice d'école digne représentante du Haut Conseil d'enseignement, et pourtant elles ne cessaient de se lamenter sur la disparition de cette race terrifiante. « Au fait, je te conseille de ne pas partir à la dernière minute. Il y a des travaux juste avant l'embranchement de Guildford. » Miss Bill ne lui demanda pas comment elle le savait, car c'était le genre de choses que son amie savait toujours. Miss Burroughs poursuivit de sa voix forte. « J'ai vu Hilda Woolf, leur monitrice principale à la bibliothèque de Westminster cette semaine. Quelle femme extraordinaire! Intelligente, bien entendu, et qui a la réputation d'être une enseignante hors pair. Mais j'imagine qu'elle doit terrifier ses élèves. » Miss Burroughs était quelqu'un qui terrifiait ses propres élèves, pour ne pas parler de ses collègues, mais qui aurait été fort surprise de se l'entendre dire. « A-t-elle parlé de l'inspection » demanda Miss Bill. « Oh, juste en passant. Elle devait rendre un livre et était pressée, de sorte que nous avons à peine échangé quelques mots. Apparemment, il y a eu une épidémie de mauvaise grippe à l'école et la moitié de son équipe est en congé de maladie. » Miss Bill s'étonna qu'une monitrice principale trouvât le temps de venir à Londres rendre un livre de bibliothèque alors qu'elle avait tant de problèmes de personnel, mais elle garda le silence. Avant le petit déjeuner, elle réservait ordinairement toute son énergie à ses pensées et non à ses paroles. Son amie s'approcha du lit pour lui verser une seconde tasse de thé. « Eh bien, avec ce temps et une équipe de monitrices décimées, tu risques de passer une journée bien morne. » Comme les 2 amies ne cessèrent de le répéter dans les années qui suivirent,
avec cette prédilection pour le rabâchage qui est le délicieux privilège des intimités de longue date, elle n'aurait pu se tromper davantage. Pourtant, ce matin-là, Miss Beale n'escomptait rien de pire qu'une route pénible, une inspection fastidieuse et une possible prise de bec avec les membres du conseil de formation qui daigneraient assister à la séance. Elle jeta son peignoir sur ses épaules, enfila ses pantoufles et se dirigea vers la salle de bain en traînant les pieds. Elle avait fait les premiers pas qui la conduiraient à être le témoin d'un meurtre. Malgré la pluie, la route fut moins difficile que Miss Beale ne l'avait craint. Elle roula rapidement et arriva à Hetheringfield un peu avant 9 heures avec la dernière vague des gens qui se rendaient au travail. High Street, la large rue d'époque georgienne, était très encombrée. Des femmes conduisaient leurs maris à la gare ou leurs enfants à l'école, des camions à livraison stationnaient partout, des bus chargeaient et déchargeaient leurs flots de passagers. Aux Trois Feux, une foule de piétons traversait l'avenue, parapluies dressés pour se protéger de la bruine. Les adolescents avaient l'allure stricte et les uniformes tirés à 4 épingles des collèges privés. Des hommes arboraient pour la plupart chapeaux melons et attaché-caisse. Les femmes portaient avec désinvolture ces tenues qui allient avec succès l'élégance citadine et le confortable laisser-aller campagnard si caractéristique de leur classe. Concentrant toute son attention sur les feux de circulation, les passages piétonniers et les panneaux indicateurs, Miss Beale ne put qu'entrevoir l'élégant hôtel de ville du XVIIIe siècle, l'alignement des façades à frontons de bois soigneusement entretenus et la splendide flèche gothique de l'église de la Sainte Trinité, mais la ville lui donna l'impression d'être une communauté prospère, soucieuse de préserver son héritage architectural, même si l'alignement des grands magasins au bout de la grande rue faisait regretter que cette préoccupation n'eût pas pris naissance 30 ans plus tôt. Elle vit enfin la pancarte indiquant l'hôpital John Carpenter. Il fallait emprunter à partir de High Street une large avenue bordée d'arbres. À gauche se dressait un haut mur de pierre derrière lequel s'étendait le parc de l'hôpital. Miss Beale avait fait ses devoirs. Sa serviette rebondie sur la banquette arrière contenait un exposé complet sur l'histoire de l'hôpital, la copie du dernier rapport d'inspection de la DAS et les commentaires du comité de gestion de John Carpenter expliquant jusqu'à quel point il avait été possible d'appliquer les recommandations optimistes de l'inspectrice. D'après ses recherches, l'hôpital avait une longue histoire. Il avait été fondé en 1791 par un opulent marchand natif de la ville, qu'il avait aussitôt délaissé pour aller chercher fortune à Londres, puis était revenu, à l'âge de la retraite, jouir de son mécénat et impressionner ses voisins. Il aurait pu s'assurer la gloire et le salut en secourant les veuves et les orphelins ou en restaurant l'Église, mais l'âge de la science et de la raison avait succédé à celui de la foi. Construire des hôpitaux pour les malades déshérités était devenu à la mode. C'est ainsi qu'après la réunion quasi obligatoire dans un café du coin, était né l'hôpital John Carpenter. Le bâtiment originel, qui offrait quelque intérêt architectural, avait depuis longtemps été remplacé, d'abord par une solide bâtisse victorienne, à la piété ostentatoire, puis par la fonctionnalité sans grâce du XXe siècle. L'hôpital avait toujours été prospère. La communauté locale, en majeure partie une moyenne bourgeoisie aisée, devait avoir un sens de la charité très développé et peu d'objets pour l'exercer. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, une aile bien équipée avait été rajoutée à l'intention de la clientèle privée. Aussi bien avant qu'après la naissance de l'assistance publique, elle avait attiré de riches patients et par conséquent d'éminents médecins de Londres et même de plus loin. Angela pouvait toujours parler du prestige des centres londoniens, songea Miss Beale. John Carpenter avait sa propre réputation. Pour une femme intelligente, il y avait bien pis que de se retrouver directrice d'un hôpital général en pleine expansion, bien vu par la communauté qu'il servait, agréablement situé et fort de ses propres traditions locales. Elle était arrivée à l'entrée principale. À gauche se trouvait la loge du portier, une maisonnette en briques de style orné, vestige de l'hôpital victorien, et à droite le parking, réservé aux médecins.
Le tiers des emplacements était déjà occupé par les Daimler et les Rolls. La pluie avait cessé et l'aube cédait la place à la grisaille d'un banal jour de janvier. Devant elle, l'édifice, toute lumière allumée, évoquait un immense navire à l'ancre plein de puissance et d'énergie latente. À gauche, s'étendait une rangée de bâtiments bas aux façades vitrées, abritant le récent service des consultations externes. Déjà, un morne courant de malades s'écoulait vers la porte. Miss Beale passa devant le guichet des renseignements de la loge, baissa la vitre de la voiture et se présenta. Le portier, lourd et guindé dans le sentiment de son importance, daigna venir à sa rencontre. « Ah, vous êtes de la direction des affaires sanitaires et sociales, » répéta-t-il d'un ton pompeux. « Il ne fallait pas entrer par là. L'école d'infirmières est dans Nightingale House, juste à 100 mètres de la porte qui donne sur Winchester Road. Nous passons toujours par derrière pour Nightingale House. » Il parlait avec une réprobation résignée, comme s'il déplorait un manque de jugement qui allait lui coûter cher en travail supplémentaire. « Mais je suppose qu'il est possible d'y arriver par là. » Miss Beale n'avait pas le cœur d'affronter à nouveau la confusion de High Street, ni de tourner autour de l'hôpital à la recherche d'une improbable entrée secondaire. « C'est possible, oui. » Son ton impliquait que seul quelqu'un d'étrangement entêté s'y risquerait, et il s'appuya contre la portière de la voiture comme pour se lancer dans une explication aussi confidentielle que complexe. C'était pourtant très simple. Nightingale House se trouvait juste derrière le nouveau service des consultations externes. « Prenez cette route à gauche, mademoiselle, et suivez-la tout droit. Après la morgue, vous arriverez devant la résidence des médecins. Tournez alors à droite. Il y a un panneau à l'embranchement. Vous ne pouvez pas le manquer. » Pour une fois, cette affirmation de mauvais augure se révéla justifiée. Le parc de John Carpenter était immense et bien boisé. Un mélange de jardins entretenus, de pelouses et de bosquets sauvages qui lui rappelaient les anciens asiles d'aliénés. Il était rare qu'un hôpital général fût doté de tant d'espace. Mais les routes étaient bien signalées, et une seule à gauche menait vers l'aile des consultations externes. La morgue était facile à reconnaître, un petit édifice trapu, très laid, habilement caché parmi les arbres, mais que son tragique isolement rendait encore plus sinistre. Quant à la résidence des médecins toute neuve, elle était aisément repérable. Miss Beale se mit une fois de plus à fulminer contre les comités de gestion des centres hospitaliers qui, selon elle, accordaient toujours plus volontiers des crédits pour loger leurs médecins que pour former leurs infirmières. Elle aperçut alors la pancarte qu'elle cherchait. « Nightingale House, école d'infirmières ». Elle changea de vitesse et tourna précautionneusement. Sur les bas-côtés du chemin, étroits et sinueux, s'élevaient de hauts amoncellements de feuilles détrempées, de sorte qu'il y avait à peine la place pour le passage d'une voiture. Tout respirait l'humidité et la désolation. Les branches des arbres se rejoignaient en un sombre berceau d'épais rameaux noirs. Parfois, une rafale de vent faisait tomber quelques gouttes d'eau sur le toit de la voiture ou écrasait une feuille sur le pare-brise. Les talus herbeux étaient coupés de massifs de fleurs rectangulaires piqués de buissons rabougris qui faisaient penser à des tombes. Le tunnel d'arbres était si sombre que Miss Beale alluma ses codes. La route miroita devant elle comme un ruban d'huile. Sa vitre était toujours baissée, et malgré l'inévitable odeur d'essence et de caoutchouc chaud, elle fut assaillie par de fades relents fongiques de décomposition. Au milieu de cette obscurité et de ce silence, un curieux sentiment d'isolement la saisit, puis elle sentit soudain monter en elle une angoisse irrationnelle, l'étrange impression d'évoluer hors du temps, dans une nouvelle dimension qui la portait vers une horreur inéluctable. Cela ne dura qu'une seconde. Elle chassa aussitôt cette vision et se raccrocha au souvenir de la joyeuse animation de High Street à moins d'1 kilomètre de là. Mais ça avait été une sensation troublante. Furieuse de s'être abandonnée à ses égarements morbides, elle remonta la vitre et appuya sur l'accélérateur. La petite voiture bondit en avant. Un dernier tournant, et elle se retrouva soudain devant Nightingale House. Elle écrasa les freins de surprise. C'était une bâtisse extraordinaire.
énorme édifice victorien en briques rouges crénelées, attestant d'une véritable folie ornementale et que couronnaient 4 grandes tourelles. Brillamment éclairée, dans la sombre lumière de janvier, elle eut l'impression, après la nuit du tunnel, de voir apparaître un étincelant château de contes de fées. À droite, se déployait une immense serre qui aurait davantage convenu aux Cave Gardens, pensa Miss Bill, qu'à ce qui avait manifestement été autrefois une propriété privée. À travers les vitres, elle reconnut les feuilles vertes et luisantes des aspidistras, les rouges violents des poinsettias et les taches cuivrées des chrysanthèmes. L'étonnement provoqué par ce spectacle lui fit instantanément oublier son moment de panique sous les arbres. Malgré la confiance qu'elle avait dans son propre goût, Miss Bill n'était pas complètement immunisée contre les capricieux diktats de la mode, et elle se demanda avec inquiétude si dans certains cercles il n'eût pas été bienséant de s'extasier. D'autre part, elle avait pris l'habitude d'examiner tout monument avec un œil professionnel et de s'intéresser surtout à ses qualités fonctionnelles. Lors d'un voyage à Paris, elle s'était surprise avec horreur à décréter que le palais de l'Élysée ne valait pas même une visite. Or, de ce point de vue, Nightingale House était évidemment impossible. Il suffisait d'un regard pour que les objections fusent. La plupart des pièces devaient être beaucoup trop grandes. Où aurait-on pu installer par exemple de confortables petits bureaux pour les monitrices et le secrétaire? En outre, la bâtisse était sans doute très difficile à chauffer convenablement. Les fenêtres en encorbellement, certes pittoresques pour les amateurs, devaient laisser entrer bien peu de lumière. Pis, l'édifice avait quelque chose de rébarbatif, voire de menaçant. Alors que la profession, Miss Bill, craignant toujours une malheureuse ambiguïté, la gratifiait toujours d'un P majuscule, tentait difficilement d'entrer dans le XXe siècle en abattant pierre à pierre les attitudes et les méthodes dépassées. Miss Bill faisait de nombreuses conférences et certaines de ses expressions favorites restaient définitivement gravées dans son esprit. Il était vraiment malheureux de loger les jeunes infirmières dans ce fatras victorien. Il ne serait pas inutile de glisser dans son rapport une note sur la nécessité d'envisager de nouveaux locaux. Bref, avant même qu'elle y eût mis les pieds, Nightingale House avait perdu toutes ses chances. Toutefois, il n'y avait rien à redire à l'accueil qu'on lui réserva. Lorsqu'elle atteignit la dernière marche du perron, la lourde porte s'ouvrit, laissant passer une bouffée d'air chaud et une odeur de café frais. Une fille en blouse s'effaça avec déférence devant elle. En haut de l'imposant escalier de chêne, resplendissante contre les lambris sombres, tel un portrait Renaissance, tout de gris et d'or, apparut la silhouette de la directrice Mary Taylor, qui vint à sa rencontre, main tendue. Miss Bill afficha son éclatant sourire professionnel, à la fois rassurant et stimulant, et s'avança vers elle. La fatale inspection de l'école d'infirmières de John Carpenter avait commencé. Un quart d'heure plus tard, 4 personnes descendaient le grand escalier pour assister à la première classe de la journée qui devait se dérouler salle de travaux pratiques au rez-de-chaussée. On avait servi le café dans le salon de Mary Taylor situé dans l'une des tourelles. Miss Bill y avait été présentée à la monitrice principale, Hilda Rolfe, et au docteur Stephen Courtney Briggs. Elle les connaissait tous deux de réputation. Il était normal que Miss Rolfe soit présente, mais le fait que le professeur daigna suivre son inspection l'étonna quelque peu. C'était le vice-président du conseil de formation et elle s'était attendue à le rencontrer avec les autres membres lors de la réunion de fin de journée. Rares étaient les grands patrons qui assistaient au cours des infirmières, et cette marque d'intérêt toucha beaucoup Miss Bill. Le corridor lambrissé de bois était assez large pour que 3 personnes y marchent de front. La frêle Miss Bill se retrouva encadrée, comme une délinquante, se surprit-elle à penser, par les hautes silhouettes de la directrice et du docteur Courtney Briggs. Elle avait à sa gauche le chirurgien très impressionnant dans son pantalon rayé de médecin consultant. Il sentait une lotion d'après-rasage, un parfum surprenant mais pas désagréable, discernable malgré l'odeur envahissante de désinfectants, de café et de cire. La directrice
La plus grande des trois observait à sa droite un silence tranquille. Sa stricte robe de gabardine grise, boutonnée très haut, s'ornait d'un col et de poignets blancs. Sa chevelure d'un blond pâle, presque de la même couleur que sa peau, était coiffée en arrière, dégageant son grand front et retenue derrière la tête par un immense triangle de mousseline qui lui descendait presque jusqu'au creux des reins. Ce voile rappela à Miss Beale celui des infirmières militaires de la dernière guerre. Elle n'en avait revu que très rarement depuis, mais cette simplicité seyait parfaitement à Mary Taylor. Son visage aux pommettes larges et hautes, aux yeux saillants, qui révérencieusement Miss Beale compara à des gros œils à macro nervurés, aurait été grotesque sous une coiffure plus traditionnelle. Derrière eux se faisait sentir la présence gênante de Miss Wolfe qui les talonnait de trop près. Cette épidémie de grippe, disait le docteur Courtney Briggs, a été un vrai désastre. Nous avons dû ajourner la session suivante et nous avons même cru que celle-ci sauterait. Il s'en est fallu de peu. Évidemment, pensa Miss Beale. À chaque fois qu'il y avait un problème dans un hôpital, on commençait toujours par sacrifier les élèves infirmières. Un trou dans leur programme n'était jamais considéré comme une catastrophe. C'était un point très douloureux pour elle, mais elle jugea que ce n'était pas vraiment le moment de protester. Elle grommela un vague acquiescement. Ils descendirent un dernier escalier tandis que Courtney Briggs poursuivait son monologue. Certaines monitrices ont aussi été touchées. Les travaux pratiques ce matin seront dirigés par la monitrice surveillante, Mavis Gehring. Nous avons dû la faire venir ici car, d'habitude, naturellement, elle ne travaille qu'en salle. C'est une idée relativement neuve que d'avoir recours à une surveillante pour apprendre aux élèves leur métier en utilisant les malades comme un matériau clinique. Les infirmières n'ont plus le temps de nos jours. Bien entendu, toute l'idée d'un système autonome de formation est relativement neuve. Quand j'étais étudiant, les stagiaires, comme on les appelait alors, étaient entièrement formés sur le tas et n'avaient droit qu'à quelques conférences occasionnelles données par les médecins entre deux consultations. Il y avait très peu de cours à proprement parler et elles n'avaient certainement pas la possibilité de quitter leur service pour une session théorique annuelle. Le concept même de formation a été complètement modifié. Miss Beale était bien la dernière personne à avoir besoin d'explications sur le rôle d'une monitrice surveillante ou sur l'évolution des méthodes d'enseignement. Elle se demanda si le docteur Courtney Briggs avait pu oublier à qui il s'adressait. Il aurait mieux fait de réserver ces quelques remarques élémentaires aux nouveaux membres du comité de gestion, pour la plupart aussi ignorants de la question que de tout autre touchant à la vie des hôpitaux. Miss Beale eut l'impression que le chirurgien avait quelque chose derrière la tête. Ou était-ce le vain bavardage d'un vaniteux, incapable de s'intéresser à son interlocuteur et qui n'aurait pas supporté de passer ne fût-ce qu'une minute sans l'écho réconfortant de sa propre voix? Dans ce cas, plutôt il retournerait à ses consultations ou à sa tournée, mieux cela vaudrait. L'inspection se déroulerait tout aussi bien sans sa précieuse personne. La petite procession traversa le damier du hall en direction d'une pièce située sur le devant du bâtiment. Miss Wolfe avança pour ouvrir la porte et s'effaça derrière le trio. Courtney Briggs céda le passage à Miss Beale. Immédiatement, elle se sentit chez elle. Malgré les anomalies de structure, les deux grandes fenêtres éclaboussées de petits vitraux de couleur, l'immense cheminée de marbre sculptée et ses cariatides drapées supportant le manteau, le haut plafond moulé profané par 3 tubes de néon, la pièce lui rappela l'heureux temps où elle était elle-même étudiante, un monde totalement familier. Ici se trouvaient tous les accessoires de sa profession. L'alignement des casiers métalliques à porte vitrée exhibant leurs instruments rangés avec une étincelante précision. Les cartes représentant en couleurs contrastées la circulation du sang et l'étonnant processus de la digestion. Le grand tableau noir mural barbouillé des traces d'anciennes leçons imparfaitement effacées. Les chariots et leurs plateaux recouverts d'un linge. Les 2 lits de travaux pratiques sur l'un desquels, appuyé contre les oreillers, était étendu un mannequin grandeur nature. L'inévitable squelette pendu à son gibet dans une pitoyable décrépitude. Et surtout, l'odeur puissamment astringente de désinfectant que Miss Beale respira avec l'avidité d'une droguée. Malgré les défauts qu'elle décèlerait plus tard dans la salle elle-même,
L'équipement, l'éclairage ou le mobilier, elle se sentait parfaitement chez elle dans cette atmosphère un peu effrayante. Elle gratifia monitrice et élève de son rapide sourire d'encouragement et prit place sur l'une des 4 chaises disposées dans un coin. Mary Taylor et Hilda Rolfe, une de chaque côté, s'assirent aussi silencieusement que possible, eu égard à la galanterie affichée du docteur Courtney Briggs, qui tint absolument à avancer les sièges de ces dames. L'arrivée, pourtant relativement discrète du petit groupe, parut déconcerter un instant la monitrice. Certes, une inspection n'était pas une situation pédagogique normale, mais il était toujours intéressant de voir combien de temps il lui fallait pour rétablir le contact avec sa classe. Une bonne enseignante, Miss Bill le savait d'expérience, était capable de soutenir l'intérêt des élèves en plein bombardement, a fortiori pendant la visite d'un représentant de la direction des affaires sanitaires et sociales. Mais elle n'avait pas l'impression que Mavis Garing appartenait à cette race rare de monitrices passionnées par leur métier. Cette femme plutôt, manquait d'autorité. Elle avait un air de victime propitiatoire et devait être du genre minaudier. Beaucoup trop maquillée pour quelqu'un censé s'adonner à des arts moins éphémères. Mais ce n'était après tout qu'une surveillante, et non une monitrice qualifiée. Elle faisait le cours au pied levé pour dépanner. Miss Bill se promit de ne pas la juger trop sévèrement. La classe devait s'exercer à nourrir un patient par sonde gastrique. L'élève jouant le rôle du malade était déjà allongé sur un des lits de travaux pratiques, la tête appuyée contre les oreillers, sa robe à carreaux protégée par un tablier de caoutchouc. Elle n'était pas belle et avait une expression dure, obstinée, étrangement mûre. Ses cheveux ternes, tirés sans grâce en arrière, dégageaient un grand front noble. Immobile sous la lumière crue, elle avait l'air un peu ridicule et pourtant étrangement majestueux, comme concentrée sur quelque univers intérieur et déterminée à se dissocier de la scène. L'idée que la fille pût avoir peur traversa brusquement l'esprit de Miss Bill, pensée absurde, qu'elle ne réussit toutefois pas à chasser. Irritée par les caprices d'une sensibilité excessive, Miss Bill détourna les yeux de ce visage résolu et se concentra sur la monitrice. Miss Garing lança un regard interrogateur à la directrice qui lui répondit par un signe de tête affirmatif. Elle commença alors la séance. « Ce matin, c'est Heather Pierce qui joue le rôle de la patiente, Mrs. Stokes. Nous étions en train de voir les grandes lignes de son histoire. Et c'est une mère de 4 enfants, âgée de 50 ans et femme du préposé municipal au ramassage des ordures. Elle a subi une laryngotomie à cause d'un cancer. » Elle se tourna vers une étudiante assise à sa droite. « Miss Deckers, pouvez-vous nous parler du traitement de Mrs. Stokes ?» La fille, pâle et maigre, s'exécuta en rougissant. On l'entendait mal, mais elle connaissait son sujet et savait le présenter. Consciencieuse, nota Miss Bill. Pas très intelligente, certes, mais fiable et travaillant dur. Dommage qu'on n'ait rien tenté contre son acné. Sans se départir de son air de vif intérêt professionnel, Miss Bill écouta Miss Deckers exposer le cas médical de la fictive Mrs. Stokes tout en observant les autres élèves avec attention. L'épidémie de grippe avait visiblement fait des ravages. Il y avait en tout et pour tout 7 filles dans la salle. Les 2 qui se tenaient debout de chaque côté du lit attiraient immédiatement le regard. C'étaient de vraies jumelles, fortes, éclatantes de santé, avec une frange épaisse de cheveux cuivrés retombant sur leurs remarquables yeux bleus. Leur coiffe plissée, aussi plate qu'une soucoupe sur le dessus, était posée bien en avant sur la tête, tandis que retombaient les 2 grandes ailes de toile blanche par derrière. Miss Bill n'ignorait pas, depuis l'époque où elle était elle-même étudiante, ce que l'on pouvait faire avec une paire d'épingles, mais elle s'étonna pourtant de l'art avec lequel elles avaient su fixer si fermement un édifice aussi peu substantiel sur une telle masse de cheveux. Elle remarqua avec intérêt le côté archaïque de l'uniforme de John Carpenter. Presque toutes les écoles avaient aujourd'hui remplacé ces anciennes coiffes à longs pans par le modèle américain, beaucoup plus petit, plus facile à porter, plus économique à l'achat et d'entretien.
Certains établissements, au grand regret de Miss Bill, fournissaient même des coiffes en papier jetable. Mais la plupart protégeaient toujours jalousement leurs uniformes et n'en changeaient qu'avec réticence. John Carpenter était visiblement très attaché aux traditions. Même les robes étaient légèrement démodées. Les bras dodus des jumelles, parsemés de taches de rousseur, saillaient de manches en guingamp rose à carreaux tout à fait semblables à celles que Miss Bill avait connues de son temps. La longueur des jupes ne faisait aucune concession à la mode. Les deux filles étaient solidement chaussées de souliers noirs, lacés à talons plats. Miss Bill jeta un rapide coup d'œil sur le reste de la classe et remarqua une élève à lunettes avec un visage calme et intelligent. Cela devait être une infirmière parfaite en salle, se dit-elle. À côté était assise une fille brune, trop maquillée, à l'air maussade qui affichait un air de désintérêt total. Miss Bill la trouva plutôt commune. Elle affectionnait ce genre d'adjectifs démodés, ce qui ne manquait pas d'embarrasser parfois ses supérieurs, et en usait sans vergogne, tout en sachant très précisément le sens qu'elle leur accordait. Sa sentence « à bonne directrice, bonnes élèves » signifiait que ces dernières devaient appartenir à de respectables familles de la classe moyenne, avoir suivi leurs études au lycée, s'habiller aux genoux ou plus bas, et être conscientes des privilèges et des responsabilités attachées à leur condition d'élèves infirmières. La dernière étudiante, une jolie blonde, arborait un minois effronté et moderne surmonté d'une longue frange. C'était un visage assez séduisant pour figurer sur une affiche de recrutement, mais bizarrement, ce n'est surtout pas elle que Miss Bill aurait choisie. Elle était en train de se demander pourquoi lorsque Miss Deckers termina son exposé. « Bien, » dit Miss Gering. « Nous sommes donc confrontés au problème d'une malade qui vient de subir une intervention chirurgicale déjà sérieusement sous-alimentée et incapable de se nourrir par la bouche. Qu'est-ce que cela signifie ? » « Oui, mademoiselle, je vous écoute. »« Alimentation par sonde gastrique ou rectale. » C'était la fille brune à l'air maussade qui venait de répondre, sa voix réprimant soigneusement toute nuance d'enthousiasme, voire de simple intérêt. Une petite personne antipathique, songea Miss Bill. Un murmure parcourut la classe et Miss Gering leva un sourcil interrogateur. « Non, mademoiselle. Pas rectale, » corrigea l'élève à lunettes. « Ce serait insuffisant. Sonde gastrique par la bouche ou le nez. » « Oui, et c'est exactement ce que le chirurgien a prescrit à Mrs. Stokes. »« Vous pouvez y aller, mesdemoiselles, » poursuivit-elle en se tournant vers les jumelles, « et dites-nous bien ce que vous faites à chaque étape de votre intervention. » L'une des deux sœurs avança le chariot et expliqua la fonction des instruments disposés sur le plateau. Un petit pot de bicarbonate de soude pour nettoyer la bouche ou les narines, un entonnoir en polyéthylène, 20 cm de sonde, un raccord, du lubrifiant, un haricot avec abaisse-langue, pince et ouvre-bouche. Elle prit la sonde œsophagienne qui se tortilla comme un obscène serpent jaune dans sa main pleine de taches de son. « Très bien. Maintenant, qu'allez-vous lui donner comme aliment ? » « Juste du lait tiède, mademoiselle. Mais si vous aviez affaire à une vraie malade. » Les jumelles hésitèrent et l'élève à lunettes répondit avec une calme assurance. « Nous pourrions ajouter des protéines solubles, des œufs, des vitamines et du sucre. » « Oui. Si l'alimentation artificielle dure plus de 48 heures, nous devons assurer un juste apport en calories, en protéines et en vitamines. Quelle va être la température du lait ? Celle du corps ? 38 degrés Celsius. Juste. Dans la mesure où notre patiente est consciente et capable d'avaler, nous allons l'intuber par la bouche. N'oubliez pas de la rassurer et de lui expliquer simplement ce que vous allez faire et pourquoi. N'oubliez jamais cela. Lorsque vous soignez quelqu'un, dites-lui toujours ce qu'il va lui arriver. C'étaient des étudiantes de 3e année. Elles auraient toutes dû le savoir, pensa Miss Bill. Mais la jumelle, qui se serait certainement très bien débrouillée avec un vrai patient, devait trouver difficile et gênant d'expliquer ses gestes à une camarade. Étouffant un petit rire nerveux, elle murmura quelques mots à la silhouette rigide allongée sur le lit et lui donna, ou plutôt lui lança presque, la sonde.
Heather Pierce, le regard toujours fixe, l'attrapa de sa main gauche pour la guider dans sa bouche, puis, les yeux fermés, elle avala. Elle eut un spasme des muscles du gosier, fit une pause pour reprendre sa respiration et déglutit à nouveau. La partie visible de la sonde se raccourcissait à vue d'œil. La salle de travaux pratiques était plongée dans un silence total. Miss Beale se sentit bizarrement mal à l'aise. S'exercer à une intubation gastrique sur une élève était certes inhabituel, mais pas du tout extraordinaire. Généralement, les médecins se chargeaient de poser les sondes, mais une infirmière pouvait tout aussi bien en prendre la responsabilité. Il valait mieux qu'elles apprennent entre elles plutôt qu'aux dépens d'un véritable malade. Quant au mannequin, il ne pouvait remplacer de manière satisfaisante un sujet vivant. Elle-même s'était autrefois, dans ses années d'école, soumise à l'expérience. Face aux convulsions qui agitaient la gorge de Heather Pierce, Miss Beale se surprit à déglutir en une sorte de sympathie inconsciente. 30 ans plus tard, elle se souvenait fort bien du frisson brutal au moment où la sonde glisse sur la voûte délicate du palais et du léger étonnement éprouvé devant la facilité de l'opération. Mais il y avait quelque chose de pathétique dans cette silhouette au visage pâle et figé, les yeux obstinément fermés, étendue sur le lit avec sa bavette de bébé et le mince tube de caoutchouc pendouillant et se tortillant comme un ver au coin de sa bouche. Miss Beale eut l'impression d'assister à une torture gratuite et la séance lui parut soudain n'être qu'un outrage à la personne humaine. L'espace d'une seconde, elle lutta contre l'envie de protester. Une des jumelles était maintenant en train de fixer une seringue de 20 millilitres à l'extrémité de la sonde, s'apprêtant à aspirer quelques sucs gastriques pour vérifier si elle avait bien atteint l'estomac. Ses gestes étaient fermes et précis. Miss Beale trouvait qu'il régnait dans la pièce un silence presque surnaturel, mais sans doute n'était-ce qu'un effet de son imagination. Elle jeta un coup d'œil à Mary Taylor. La directrice avait les yeux fixés sur Heather Pierce, les sourcils légèrement froncés. Elle remua les lèvres et s'agita sur sa chaise. Miss Beale crut qu'elle allait faire quelque observation, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le docteur Courtney Briggs était penché en avant, les mains sur les genoux. Il regardait intensément, non Heather Pierce, mais le goutte à goutte, comme hypnotisé par la douce ondulation du tube. Miss Beale pouvait entendre sa lourde respiration. Hilda Rolfe se tenait droite comme un I sur sa chaise, les mains négligemment croisées sur les genoux, ses yeux noirs, vides de toute expression, posés non pas sur la prétendue malade, mais sur la jolie élève blonde. La jumelle, apparemment certaine que la sonde était maintenant bien en place, souleva l'entonnoir bien au-dessus de la tête de Heather Pierce et commença lentement à verser le breuvage. On aurait dit que tout le monde retenait son souffle. Puis, la chose se produisit. Il y eut un cri strident, haut perché, atrocement inhumain, et Heather Pierce se précipita hors du lit, comme poussée par une force irrésistible. En une seconde, la forme immobile, gisant contre les oreillers, se retrouva arquée sur ses jambes chancelantes, dans une parodie de ballet, battant vainement l'air de ses bras comme si elle cherchait frénétiquement à attraper la sonde, hurlant sans cesse, d'un horrible sifflement de sirène. Miss Beale, abasourdie, eut à peine le temps d'enregistrer le visage contorsionné et les lèvres écumantes avant que la fille ne s'effondre, front contre terre, plié en deux, tel un hameçon, le corps secoué par les spasmes de la douleur. Une élève cria. D'abord, personne ne bougea, puis tout le monde se précipita. Miss Garing tira sur le tube, l'arrachant de la bouche de Heather Pierce. Le docteur Courtney Briggs s'avança résolument, bras tendus, dans la mêlée. La directrice et Miss Rolfe se penchèrent sur le corps convulsé, le dérobant à la vue. Puis Mary Taylor se redressa et chercha Miss Beale du regard. « Les élèves, pourriez-vous vous en occuper, s'il vous plaît? Il y a une pièce à côté. Qu'elles restent ensemble. »
Malgré son effort pour garder son calme, sa voix était montée dans les aigus. « Vite, je vous prie !» Miss Beale fit un signe de tête et Mary Taylor se pencha à nouveau vers la fille qui se tortillait à terre. Les cris avaient cessé maintenant. Un pitoyable gémissement leur succéda, puis le terrible staccato des talons martelant le sol. Le docteur Courtney Briggs jeta sa veste dans un coin et commença à retrousser ses manches de chemise. En marmonnant quelques vagues paroles de réconfort, Miss Beale fit traverser le hall au petit groupe d'élèves. L'une d'elles, elle ne savait pas exactement laquelle, demanda d'une voix stridente. « Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Mais personne ne lui répondit. Hébétées, elles entrèrent dans la pièce voisine à l'arrière du bâtiment. De forme bizarre, celle-ci avait dû faire autrefois partie du grand salon original, très haut de plafond, mais servait maintenant de bureau à la monitrice principale. Miss Beale nota aussitôt la table de travail, les meubles de classement en métal vert, un tableau mural bourré d'indications, un petit panneau garni de crochets auquel étaient pendues plusieurs clés et un planning couvrant un mur entier qui indiquait les programmes d'études et les progrès de chaque élève. La cloison de séparation avait coupé en deux la fenêtre à meneaux, de sorte que la pièce, déjà peu harmonieuse dans ses proportions, était aussi très sombre. Une des filles pressa l'interrupteur et le tube au néon central se mit à clignoter. « Vraiment, » pensa Miss Beale, dont l'esprit s'accrochait désespérément à ses rassurantes préoccupations habituelles, « ce n'est pas du tout un bureau convenable pour une monitrice, principale ou non. » Ce souvenir de ce qui avait été le but de sa visite la rasséréna une seconde, mais l'affreuse réalité reprit aussitôt ses droits. Les élèves, petits groupes pathétiques et désorganisés, s'étaient assemblés au milieu de la pièce, incapables de toute initiative. Miss Beale s'aperçut immédiatement qu'il n'y avait que 3 chaises. Elle se sentit aussi confuse et désemparée qu'une hôtesse qui se demande comment elle va installer tous ses invités. Mais le problème avait son importance. Il fallait faire en sorte que les élèves soient à l'aise pour qu'elles puissent se détendre et oublier, dans la mesure du possible, ce qui se passait à côté. Il se pourrait qu'elles restent enfermées là-dedans un bon bout de temps. « Allons !» dit-elle avec entrain. « Poussons le bureau contre le mur et ainsi 4 d'entre vous pourront s'y asseoir. Je prendrai la chaise de Miss Rolfe et il nous reste les 2 fauteuils. » Au moins cela leur donnait quelque chose à faire. Miss Beale remarqua que la fille blonde et mince tremblait de tout son corps. Elle la guida vers l'un des fauteuils tandis que la brune à l'air maussade s'empressait de prendre l'autre. « Elle ne perd pas le nord », pensa Miss Beale. Elle s'occupa ensuite de débarrasser et de déplacer le bureau avec les autres élèves. Si seulement elle avait pu en envoyer une faire du thé. Tout en approuvant intellectuellement les méthodes plus modernes de lutte contre les traumatismes psychiques, Miss Beale continuait à croire aux vertus d'une bonne tasse de thé bien fort. Mais il ne fallait pas y songer. Impossible d'alerter le personnel des cuisines. « Eh bien, je propose que nous nous présentions, » suggéra-t-elle d'une voix encourageante. « Je m'appelle Muriel Beale. Inutile de vous dire que je suis inspectrice de la DAS. Je connais à peu près vos noms, mais je vous confonds encore. » Elle vit se lever 5 paires d'yeux ébahis. Mais l'élève efficace, Miss Beale n'avait pas changé d'avis sur ce point, entreprit calmement de présenter ses camarades. Les jumelles sont Maureen et Shirley Burt. Maureen est l'aînée, de 2 minutes environ. C'est elle qui a le plus de taches de rousseur. À part cela, il est difficile de les distinguer. À côté de Maureen se trouve Julia Pardoe. Christine Decker s'est assise dans un des fauteuils, Diane Harper dans l'autre. Je suis Madeleine Goodale. Miss Beale, qui avait toujours eu du mal à mémoriser les noms, récapitula mentalement. Les jumelles Burt, avenantes et rebondies. Leur nom serait facile à retenir, bien qu'elle doutât de pouvoir jamais faire la différence entre l'une et l'autre. Julia Pardoe, un joli nom pour une jolie fille, si du moins l'on aimait ce type de blonde féline aux yeux d'un bleu-violet plutôt froid. Elle lui sourit, tout en se disant qu'au fond pas mal de gens, et pas seulement des hommes, devaient l'apprécier. Madeleine Goodale, un nom raisonnable pour une fille raisonnable. Elle s'en souviendrait sans mal. Christine Deckers, celle-là n'allait pas bien du tout.
Elle paraissait déjà malade tout à l'heure pendant la brève séance de travaux pratiques, mais maintenant, elle semblait sur le point de s'évanouir. Elle avait une peau très malsaine pour une infirmière. Pâle comme elle l'était, ses boutons rouges autour de la bouche et sur le front faisaient penser à une éruption inflammatoire. Pelotonnée au fond de son fauteuil, elle lissait et époussetait sa blouse de ses mains maigres. Christine Deckers était sans doute la plus affectée du groupe. Peut-être avait-elle été une amie de Heather Pierce? Était-elle? Corrigea mentalement Miss Bill, dans un élan de superstition. Si seulement elle avait pu lui faire boire une bonne tasse de thé. Diane Harper, dont le rouge à lèvres et l'ombre à paupières juraient de manière criarde avec sa peau blanche, dit soudain « Il devait y avoir quelque chose dans cette mixture. » Ensemble, les jumelles se tournèrent vers elle. « Mais évidemment, du lait !» s'écria Maureen. « Quelque chose d'autre, je veux dire. » Elle hésita. « Du poison. » « Mais c'est impossible. Shirley et moi avons sorti une bouteille de lait frais ce matin du réfrigérateur de la cuisine. Miss Collins était là, elle nous a vus. Nous l'avons laissée dans la salle de TP et ne l'avons versée dans le gobelet gradué qu'au dernier moment. N'est-ce pas, Shirley? Oui, c'était une bouteille pleine. Nous l'avons prise vers 7 heures. Et vous n'auriez rien ajouté par erreur? Quoi? Mais bien sûr que non. Les jumelles parlaient à l'unisson avec assurance. Elles savaient exactement ce qu'elles avaient fait et quand. Personne, se dit Miss Bill, ne pourrait ébranler leur certitude. Ce n'était pas le genre de fille à se tourmenter pour de vains scrupules ou à se laisser envahir par ces doutes irrationnels qui assaillent les tempéraments moins sereins ou plus imaginatifs. Miss Bill avait l'impression de très bien les comprendre. « Mais quelqu'un d'autre a peut-être tripoté la bouteille ?» remarqua Julia Perdue, en lançant sous ses paupières baissées un regard provocateur vaguement amusé. « Mais pourquoi faire ?» demanda simplement Madeleine Goodell. Julia Perdue haussa les épaules tandis que sa bouche esquissait une sorte de sourire intérieur. « Par erreur? Ou pour faire une blague? À moins qu'on ne l'ait fait exprès. »« Mais ce serait une tentative de meurtre !» s'exclama Diane Harper d'une voix incrédule. Maureen Burt rit. « Ne sois pas ridicule, Julia. Qui aurait voulu assassiner Heather ?» Tout le monde se tut. L'argument était apparemment irréfutable. Personne, manifestement, ne pouvait imaginer qu'on ait voulu assassiner Heather Pierce. Ce devait être, pensa Miss Bill, quelqu'un d'inoffensif ou alors une personnalité trop incolore pour inspirer à quiconque les tourments meurtriers de la haine. Heather ne faisait pas exactement l'unanimité, remarqua sèchement Madeleine Goodell. Miss Bill lui lança un regard surpris. Remarque curieuse de sa part, un peu cruelle et déplacée en la circonstance. Elle releva aussi l'emploi du passé. Voilà quelqu'un qui ne s'attendait pas à revoir sa camarade vivante. « C'est idiot de penser à un meurtre, » répéta Diane Harper avec conviction. « Personne n'aurait tué Heather. » Julia Perdue eut un autre haussement d'épaules. « Peut-être n'était-ce pas à elle qu'on en voulait. » C'est bien Joe Fallon qui devait tenir le rôle de la patiente aujourd'hui, n'est-ce pas? Heather suivait Joe sur la liste. Si Joe n'avait pas été malade la nuit dernière, c'est elle qui se serait trouvée sur le lit de TP ce matin. Il y eut un silence. Madeleine Goodell se tourna vers Miss Bill. « Elle a raison. Nous nous prêtons à l'expérience à tour de rôle, et ce n'était pas le jour de Heather. Mais Joe Fallon a été emmené à l'infirmerie cette nuit. Vous êtes sans doute au courant de notre épidémie de grippe. Heather l'a remplacée puisqu'elle était inscrite juste derrière elle. » Miss Bill se sentit brusquement désemparée. Il fallait mettre un terme à cette conversation, leur faire penser à autre chose qu'à l'accident. Il ne pouvait s'agir que d'un accident. Mais elle ne voyait pas comment s'y prendre. Par ailleurs, les faits avaient toujours exercé sur elle une étrange fascination. Au fond, peut-être valait-il mieux qu'elle se pose froidement ces questions plutôt que de rester là à faire semblant de parler de tout et de rien. Le choc, songea-t-elle,
cédait déjà la place à cette excitation à demi honteuse qui suit souvent les tragédies, pour peu bien entendu que l'on n'en soit pas la victime. Julia Pardoe reprit de sa voix calme, un peu enfantine. « Petite Jo était visée. Cela nous innocente toutes, puisque chacune de nous savait qu'elle ne tiendrait pas le rôle de la malade ce matin. »« C'est vrai ?» approuva Madeleine Goodell. « Tout le monde à Nightingale House, en tout cas. On en a assez parlé au petit-déjeuner. » Il y eut un autre silence, comme si elle réfléchissait à ce nouvel élément. Mais personne ne s'était écrié qu'il était impossible qu'on ait voulu tuer Fallon, nota Miss Beale avec intérêt. « Jo ne doit pas être si malade que ça, » déclara Maureen Burt. « Elle est revenue à Nightingale House ce matin vers 9h moins le quart. Shelley et moi l'avons vue sortir par la porte latérale juste avant d'entrer en salle de TP après le petit-déjeuner. »« Comment était-elle habillée ?» demanda vivement Madeleine Goodell. Maureen ne parut pas s'étonner de l'apparente incongruité de la question. « En pantalon, elle avait son manteau et son foulard rouge. Pourquoi ?» Madeleine Goodell tenta de cacher sa surprise. « C'est ce qu'elle portait quand nous l'avons conduite à l'infirmerie. Je suppose qu'elle est revenue prendre quelque chose qu'elle avait oublié dans sa chambre. Mais elle n'aurait pas dû quitter son lit. C'était stupide avec 40 degrés de fièvre. Heureusement pour elle que Miss Broomfit n'a rien vu. »« Bizarre, non ?» lança Julia Pardoe malicieusement. Personne ne répliqua. « Bizarre, en effet, » pensa Miss Beale. Elle se souvint du long trajet humide qu'elle avait fait depuis l'hôpital jusqu'à l'école de Nightingale. C'était une route sinueuse. Il y avait certainement un raccourci qui coupait par les bois. Malgré tout, cela représentait un bon bout de chemin pour une malade par un froid petit matin de janvier. Quelque chose d'important avait dû la pousser à revenir à Nightingale House. Si elle avait oublié quoi que ce soit dans sa chambre, elle aurait pu demander qu'on le lui apporte. N'importe laquelle de ses camarades lui aurait volontiers rendu ce service. C'était donc elle, en tout cas, qui aurait dû logiquement se retrouver par terre, dans la pièce voisine, dans un enchevêtrement de linge et de tubes de caoutchouc. Une seule personne savait que Jo ne se prêterait pas à l'expérience aujourd'hui. Jo elle-même, lança Julia Pardoe. Blême, Madeleine Goodell la regarda droit dans les yeux. « Libre à toi d'être stupidement méchante, mais à ta place, j'arrêterai immédiatement ce genre de calomnie. » Julia Pardoe n'eut pas le moins du monde l'air gêné. Au contraire, elle paraissait presque contente. Devant son petit sourire de satisfaction rusée, Miss Beale décida qu'il était temps de faire cesser ce bavardage. Elle cherchait un moyen de détourner la conversation lorsque Christine Dacres murmura faiblement du fond de son fauteuil « Je ne me sens pas bien ». Tout le monde se mit à s'agiter. Seule Diane Harper ne fit pas un geste. Les autres l'entourèrent, heureuses d'avoir quelque chose à faire. « Je l'emmène en bas aux toilettes », déclara Madeleine Goodell. Elle soutint sa camarade jusqu'à la porte. Miss Beale fut fort surprise de voir Julia Pardoe se lever pour les accompagner, comme si elle avait complètement oublié sa querelle avec Goodell une seconde plus tôt. Elle se retrouva avec les jumelles et Diane Harper. Personne ne dit mot. Mais Miss Beale avait compris la leçon. Elle avait été impardonnable. Plus question de parler de mort ou de meurtre, puisqu'elles étaient là sous sa responsabilité autant qu'elles travaillent. D'un air sévère, elle regarda Diane Harper et la pria de lui décrire les symptômes et le traitement de l'embolie pulmonaire. 10 minutes plus tard, les 3 autres revinrent. Christine Dacres, toujours pâle, semblait plus calme. Par contre, Madeleine Goodell avait l'air soucieux. « La bouteille de désinfectant. Vous savez, celle qui est toujours sur la petite étagère des toilettes. Eh bien, elle n'y est plus. Julia et moi n'avons pu la trouver, dit-elle rapidement, comme incapable de garder pour elle ce qui la tracassait. Diane Harper l'interrompit. « Tu parles de cette bouteille pleine d'un liquide blanc qui ressemble à du lait ? Elle y était encore après le dîner hier soir. C'est loin. Quelqu'un a-t-il utilisé ces cabinets ce matin ?» Personne ne répondit, et elles se regardèrent en silence.
C'est alors que la directrice entra calmement et ferma la porte derrière elle. Les jumelles se laissèrent glisser du bureau dans un bruissement de coton amidonné et s'immobilisèrent attentives. Vian Harper se leva sans grâce de sa chaise. Tous les visages s'étaient tournés vers Mary Taylor. « Mes enfants, » dit-elle avec une douceur qui leur apprit la vérité avant même qu'elle ne l'ait exprimée, « Mes enfants, Heather Pierce est morte il y a quelques minutes. Nous ignorons encore comment et pourquoi, mais face à un événement aussi inexplicable, nous sommes obligés d'appeler la police. Le secrétaire s'en occupe. Essayez d'être courageux et raisonnable comme vous savez l'être. Je pense qu'il est préférable de ne pas parler de tout cela jusqu'à l'arrivée de la police. Reprenez vos manuels, puis vous irez attendre dans mon salon particulier. Mademoiselle Goodall vous y conduira. Je vais vous faire porter du bon café bien chaud. C'est compris? » Il y eut un murmure approbateur. « Oui, madame la directrice. » Mary Taylor se tourna vers Miss Beale. « Je suis désolé, mais cela signifie que vous devez rester aussi. » Mais naturellement, je comprends très bien. Elles échangèrent au-dessus de la tête des élèves un regard plein de sympathie, tacite et de conjectures éperdues. Plus tard, Miss Beale fut rétrospectivement horrifiée par le souvenir de sa première réaction, d'une banalité totalement hors de propos. Ce doit être l'inspection la plus brève qu'on ait jamais vue. « Que vais-je bien pouvoir dire à la DAS ?» se demanda-t-elle. Dans la salle de travaux pratiques, quelques minutes plus tôt, les trois femmes et le chirurgien s'étaient relevés, blêmes, totalement épuisés, et s'étaient regardés en silence. Heather Pierce était morte. Selon tous les critères médico-légaux, elle avait cessé de vivre. Il le savait depuis déjà 5 minutes, mais il s'était acharné, comme s'il existait encore une chance que son cœur flasque se remette à battre. Le professeur avait enlevé sa veste au moment de se mettre au travail, de sorte que le devant de son gilet était complètement maculé de sang. Il regardait les taches qui séchaient, sourcils froncés, narines dédaigneusement pincées, comme quelque chose qui ne le concernait pas. Le massage cardiaque avait été aussi sanglant qu'inefficace. Curieusement sanglant pour le docteur Courtney Briggs, avait pensé la directrice. La tentative était sans doute justifiée. On n'avait pas eu le temps de la transporter en salle d'opération. Comme il était regrettable que Gehring ait retiré la sonde. Réaction naturelle, mais qui avait peut-être coûté la vie à Heather Pierce. Encore intubés, ils auraient pu tenter de lui faire immédiatement un lavage d'estomac. Ils avaient essayé de glisser une autre sonde gastrique par les narines, mais les convulsions de la malheureuse les en avaient empêchées. Et lorsqu'elle s'était calmée, c'était déjà trop tard. Courtney Briggs avait été obligé d'ouvrir la cage thoracique et de tenter la seule chose qui lui restât à faire. Incontestablement, ses efforts avaient été héroïques. On pouvait simplement regretter qu'il ait laissé un corps si pathétiquement mutilé et une salle de travaux pratiques empestant comme un abattoir. Ce genre de choses se passait toujours beaucoup mieux en salle d'opération où les accessoires du rituel chirurgical conféraient à toute l'affaire une sorte de dignité. Il fut le premier à parler. « Ce n'est pas une mort naturelle. Il y avait autre chose que du lait dans cette bouteille. C'est évident pour tout le monde, me semble-t-il. Nous ferions mieux d'appeler la police. Je vais prévenir Scotland Yard. Il se trouve que j'y connais quelqu'un, un des divisionnaires. » Il faut toujours qu'ils connaissent quelqu'un, pensa Mary Taylor. Elle éprouvait soudain le besoin de le contredire. Le choc avait déclenché chez elle une irritabilité qui se dirigeait sans raison contre lui. « C'est la police locale que nous devrons appeler. Et c'est au secrétaire de le faire. Je vais parler à Mr. Hudson. L'inspecteur préviendra Scotland Yard s'il le juge nécessaire, mais je ne vois pas pourquoi ce le serait. De toute manière, cette décision lui revient. » Elle s'approcha du téléphone mural, contournant la silhouette accroupie de Miss Wolfe. La monitrice était toujours à genoux.
Mary Taylor trouva qu'elle ressemblait tout à fait à un personnage de mélodrame victorien, avec ses yeux embrasés dans son visage mortellement pâle, ses cheveux bruns dépeignés sous les ruchers de la coiffe et ses mains souillées qu'elle tordait en regardant la masse sanglante avec un intérêt détaché comme si elle non plus n'arrivait pas à y croire. « Si l'on soupçonne quelque malveillance, je suppose qu'il vaut mieux ne pas déplacer le corps, dit-elle. Je n'avais nullement l'intention de le faire, rétorqua sèchement Courtney Briggs. Mais nous ne pouvons pas la laisser ici, pas comme ça, protesta Mavis Garing presque en pleurs. Le chirurgien leva les yeux sur elle. Ma chère, elle est morte, bien morte. Quelle importance maintenant? Elle ne peut plus rien sentir. Bon Dieu, vous n'allez pas vous mettre à faire du sentiment. Le scandale est dans la mort, non dans ce qui arrive à notre dépouille. Il fit une brusque volte-face et alla à la fenêtre. Mavis Garing esquissa un mouvement comme pour le suivre, mais s'effondra sur la chaise la plus proche et se mit à sangloter doucement. On aurait dit un animal en train de renifler. Personne ne lui prêta la moindre attention. Miss Wolfe se leva avec raideur. Les deux mains en l'air, comme le font les infirmières de chirurgie, elle se dirigea vers un évier dans un coin de la pièce, ouvrit le robinet d'un coup de coude et commença à se laver. La directrice, elle, composa un numéro de 5 chiffres sur le cadran. Sa voix calme résonna dans la pièce. « Le secrétariat? Puis-je parler à Mr. Hudson? Ici Mary Taylor. » Il eut un silence. « Bonjour, Monsieur Hudson. Je suis en salle de travaux pratiques à Nightingale House. Pourriez-vous venir immédiatement? Oui, c'est très urgent. Il s'est passé quelque chose d'horrible et j'aimerais que vous appeliez la police. Non, je préfère ne pas en parler au téléphone. Merci. » Elle raccrocha et ajouta posément, « Il arrive tout de suite. » Il est regrettable que Sir Marcus soit en Israël. Il va falloir mettre le vice-président au courant, mais la première chose à faire est de prévenir la police. Maintenant, il faut que j'aille avertir les élèves. Mavis Garing fit un effort pour se ressaisir. Elle souffla bruyamment dans son mouchoir, le remit dans la poche de son uniforme, puis leva son visage congestionné. « Excusez-moi, le choc, je suppose. Tout cela est tellement effroyable. Et au moment où je faisais mon premier cours, vous tous qui étiez là, et les élèves, un accident horrible. » Un accident. Courtney Briggs se retourna et fonça vers elle, tête baissée comme un taureau. Sa voix était dure, méprisante, et lui cracha au visage. « Un accident, Miss Garing? Croyez-vous vraiment qu'un poison corrosif se soit retrouvé dans le breuvage par accident? Aucune fille avec toute sa raison ait décidé de se supprimer de cette manière abominable? Allons. Allons, mademoiselle, pourquoi ne pas être honnête, pour une fois? Nous venons simplement d'assister à un meurtre. » Chapitre 2. Aux alentours de minuit. Tard dans la soirée du mercredi 28 janvier, 16 jours après la mort de Heather Pierce, Christine Dacres, dans le salon des élèves au premier étage de Nightingale House, écrivait sa lettre hebdomadaire à sa mère. D'ordinaire, elle réussissait toujours à la terminer pour qu'elle parte à la dernière levée, le mercredi soir, mais cette semaine, elle n'avait eu ni l'envie ni l'énergie de s'y mettre. À ses pieds, la corbeille à papier contenait déjà 2 brouillons froissés. Elle en était à son 3e essai. Elle était assise à l'un des doubles bureaux face à la fenêtre et son épaule gauche frôlait presque les lourds rideaux qui faisaient écran à la froide obscurité de la nuit. De son avant-bras recourbé, elle protégeait son bloc de papier à lettres. En face d'elle, la lumière de la lampe luisait sur la tête baissée de Madeleine Goodell. Elles étaient si proches que Christine Dacres voyait le cuir chevelu blanc sous l'arrêt bien net et sentait l'odeur presque imperceptible du shampoing antiseptique. 2 manuels ouverts devant elle, Madeleine Goodell prenait des notes. Rien ne pouvait l'atteindre, elle, se dit Christine Dacres avec amertume. Rien. Ici ou ailleurs ne pouvait troubler sa paisible concentration. L'admirable, la sereine Madeleine continuait à faire ce qu'il fallait pour que la médaille d'or de John Carpenter vienne décorer sa blouse immaculée.
Honteuse de ce brusque mouvement de jalousie et craignant que sa camarade n'en ressente la vivacité, Christine Deckers cessa de fixer la tête courbée pour jeter un coup d'œil autour d'elle. La pièce lui était devenue si familière après 3 ans d'études qu'elle remarquait d'ordinaire à peine les détails de son architecture ou de son ameublement. Mais ce soir, tout lui apparaissait avec une extraordinaire clarté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.